Déjà, je souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs qui vont vouloir regarder, qui ont décidé de regarder cette présentation, cette interview avec nous. Je suis donc avec Joël Dougou, qui est, si je reprends la bio sur LinkedIn, coach de développement personnel, entraîneur pour adultes, expert en communication et consultant ainsi que expert en apprentissage transactionnel. C'est exact? C'est exact, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a encore deux, trois petits facteurs qui s'ajoutent à ça, mais en gros, c'est vraiment le paquet qui me représente et que tu as très bien défini. Merci beaucoup et bonjour à toi. Ben, c'est un plaisir. Alors, du coup, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi pour commencer? Qu'est-ce que tu aurais envie de savoir? Qu'est-ce qu'on pourrait soumettre aux téléspectateurs qui nous regardent qui serait intéressant pour eux? Alors, nous pourrions déjà commencer, par exemple, en se demandant comment en es-tu arrivé à la santé mentale? Très très belle question et une question vraiment substantielle, fondamentale. C'est l'histoire, c'est ma propre histoire, en partant depuis l'enfance, en arrivant par l'adolescence et puis par l'âge adulte ensuite. C'est clair qu'avec ce vécu, c'est clair qu'avec cette histoire et ces expériences, qu'elles soient dans le côté positif ou le moins positif, ont fait que effectivement j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi et ça a été pour moi une consécration en fait de vouloir, non pas de devoir, mais de vouloir aller dans cette direction-là, de pouvoir accompagner des gens et je le sais, il y en a énormément qui sont dans la même situation, parce que tout le monde en part de ce point, ce fameux point A de l'éducation, qui est finalement toujours un petit peu un point d'endoctrinement qui nous accompagne jusqu'à dans l'âge adulte, où on commence à comprendre un petit peu, mais qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Je parle d'endoctrinement parce que soit dans le bien ou dans le moins bien, malheureusement plus dans le moins bien, on est endoctriné par les visions et les principes de nos parents qui leur appartiennent très clairement, mais qui ne sont pas nos vérités en tant qu'enfant. Et puis souvent, ben après, voilà, on grandit avec ça, on se l'intègre, c'est ancré à l'intérieur de nous. Et selon quoi commence, ça peut commencer à créer des grands blocages à l'intérieur de nous, qui fait que ben, on commence à un moment donné à être à une bifurcation. On ne sait plus qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et ça, c'était vraiment pour moi cet acheminement-là que j'ai parcouru tout seul. C'était cette volonté, cette vocation qui fait vibrer mon cœur de vouloir vraiment aller dans ces directions et d'accompagner les gens, pouvoir leur apporter ce qu'ils ont besoin, cette lumière, et pouvoir faire résonner quelque chose en eux qui peuvent leur apporter un changement ou pas, selon ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin dans leur acheminement. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, c'est très riche. Il y a eu énormément donc d'événements qui se sont produits pour arriver à ça. Absolument, absolument. Ben voilà, je reviens toujours parce que c'est l'essentiel. L'éducation, c'est toujours quelque chose de. Bien évidemment, je fais une petite parenthèse. Bien évidemment, je parle de mon expérience à moi. Je ne peux pas avoir une science infuse dans cet univers. Il y a dans rien du tout une science infuse. Tout appartient en fait à une interprétation personnelle de son vécu, de son ressenti. Donc voilà, je le tiens à le dire aux téléspectateurs, téléspectatrices aussi qui nous regardent, que tout ce que je raconte provient vraiment de mon histoire à moi. L'éducation n'ayant pas été facile du tout en ce qui me concerne, et avec des a priori, des préjugés, des opinions, des codes, des dogmes, et j'en passe, et voilà, donc ça crée beaucoup de souffrance à l'intérieur d'un enfant qui finalement a juste envie de grandir et de se concrétiser avec sa pleine conscience, avec sa créativité et sa vision à lui. Et ce n'était pas le cas dans mon enfance, ça a été pas le cas non plus dans mon adolescence. Et voilà, tout ça, je l'ai fait là en résumé, mais tout ça fait qu'il y a énormément d'expériences qui se sont après ils m'ont accompagné dans mon parcours jusqu'à très tardivement, avant un grand déclic dans ma vie et une grande et profonde introspection.
Très bien. Et cette libération qui s'est passée à l'adolescence, c'était une libération, on pourrait dire, de l'endoctrinement parental ou c'était autre chose? Alors, c'est clairement fondé sur cette éducation que j'ai reçue, qui a fait qu'à un moment donné, on est déjà à l'école, on est un petit peu confronté à des contradictions parce que, en tant qu'enfant, on se rend pas compte, en fait, qu'on a ces conflits d'intérieur avec notre enfant intérieur. On le comprend plus tard, ça, dans l'âge adulte. Euh, mais voyez-vous, quand on dit toujours à l'école, on te dit, ah, t'es trop sensible, tu pleures pour tout, tu prends tout à cœur, il y a tout qui te touche, on peut rien te dire, et t'es hypersensible en fait. Ça a commencé en fait avec ça. Je suis pas du tout un partisan des définitions. Les définitions étant pour moi vraiment quelque chose de très perturbateur et de néfaste dans cette société. La société a toujours eu besoin de créer des définitions pour mettre les gens dans des cases. Et pour revenir à l'essence de ta question, l'hypersensibilité finalement, elle n'existe pas. Elle a été définie. Voilà, une définition de plus par des personnes qui n'ont tout simplement pas, pour leur parcours à eux, pu explorer au plus profond de leur sensibilité. Parce qu'en réalité, on est juste tous sensibles. Et donc, du coup, on crée une autre définition et puis on va dire à Tartampion, ben, en fait, t'es juste hypersensible. Il faudrait que tu essayes de gérer un petit peu tes émotions, mais on peut pas gérer nos émotions dans le sens qu'on est venu sur cet univers en émotion et amour. Et ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est notre instant présent, c'est notre vérité, c'est notre réalité à nous. Et comme je le disais tout au début, il n'y a pas de science infuse. La seule véritable vérité qui existe sur cet univers, c'est nous, c'est notre instant présent, c'est la voix, l'intuition de notre enfant intérieur. C'est très beau ce que vous dites, enfin ce que tu dis, pardon. Merci. Euh, du coup, si je comprends bien, les personnes qui sont surprises de la sensibilité de quelqu'un d'autre, à tes yeux, seraient des personnes qui elles-mêmes n'ont pas pu justement entrer en contact avec leurs émotions suffisamment? Absolument. Tu m'as posé avant la question si toutes ces expériences, mon acheminement est dû à l'éducation. Alors oui, c'est pour ça que je prononce ce mot très négatif, endoctrinement. Mais oui, parce on est modelé. En fait, il faut que je parle en mon nom. Je peux pas le parler en pluriel. J'ai été modelé en fait dans mon éducation de comment il faut se comporter, de qu'est-ce que je dois dire, de qu'est-ce que je dois faire, de comment je ne peux pas. Et en tant qu'enfant, c'est très 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 difficile de pouvoir exister. Exister dans le sens qu'un enfant, ben, quand il fait tomber un verre par terre, il va rigoler. Pourquoi? Parce qu'il est insouciant et il sait qu'en fait le verre il s'est cassé, mais lui il s'est rien fait. Or la majorité des parents commencent à se fâcher. Manque de bol si c'est encore un verre que la maman ou le papa ont reçu de quelqu'un de la famille qui n'est plus de cet univers. Et donc du coup, ça crée vraiment des conflits entre l'acte lui-même qui finalement est extérieur, qui nous ne appartient pas, donc le verre qui s'est cassé, et l'enfant finalement qui lui a agi sans préméditation, mais tout simplement parce que dans son instant présent, ben voilà, il a touché ce verre est tombé, il est heureux qu'il n'a rien eu, et il a rigolé en fait parce que finalement, lui, il a compris que c'est juste un verre. Et à un moment donné, on continue à grandir dans sa vie avec cet endoctrinement qu'on a reçu, ces principes, ces croyances. On va peut-être en parler après. Moi, je parle aujourd'hui très clairement des fausses croyances et des faux principes, parce que ce sont justement celles de nos parents et pas ceux qui nous correspondent et que nous avons dans notre vision, tout simplement ensemble avec notre enfant intérieur voulu et intégré. C'est qu'à un moment donné, ben, on ne sait plus comment se comporter. Du coup, on fait attention à tout. Ça commence à créer des peurs. On se rappelle, hein, il y a des marqueurs psychologiques qui se forment dans notre subconscient. Et puis, on a peur d'agir, on a peur de faire parce qu'on se rappelle toujours qu'est-ce qu'on a subi en fait à la maison, qu'est-ce que mes parents m'ont dit, comment ils ont réagi. Et on commence gentiment à se modifier dans cette société. Passe après par la case de l'école, ou la case de l'école, moi en ce qui me concerne, moi je recevais des tapotes avec la règle en bois de mon prof de mathématiques parce que je calculais en fait ma règle de 3 à ma manière.
Le résultat était toujours le même. Mais il me frappait sur les doigts avec cette règle en bois parce que je ne calculais pas ce résultat avec la règle de 3 qu'il nous avait appris. Alors que dans ma pleine conscience et dans ma compréhension, ma règle de 3 était juste. Et donc, du coup, voilà, c'est toutes ces expériences-là dans la vie. Là, j'en raconte quelques petites, mais qui sont déjà, qui créent déjà des conflits intérieurs bien ancrés et bien refoulés, parce qu'un enfant, forcément, il va pas comprendre comment faire face à ça. Et du coup, dans cette société, il faut obéir, il faut être comme la société veut. En fait, il faut fonctionner, il faut juste pas être comme nous on le ressent. Et ça, ce sont effectivement, pour répondre à ta question, ce sont les raisons principales du pourquoi, en fait, il y a ces conflits d'intérieur qui se créent. Merci beaucoup. C'est une description qui est intéressante, très détaillée, qui a montré énormément d'aspects, de subtilités également. Moi, je serais intéressé à approfondir là-dessus. Je voulais savoir, du coup, puisque nous sommes tous, si j'ai bien compris, nous avons tous notre sensibilité qui est bridée par notre environnement. Oui. Qu'est-ce qui fait que les parents qui étaient probablement, que tu as pris, je reprends l'exemple du verre qui s'est cassé et qui appartenait peut-être à un proche qui est parti. Qu'est-ce que les parents auraient pu faire de différent sans brider justement leurs émotions, sans que eux se brident pour l'enfant et que les deux puissent pleinement vivre leurs émotions de manière égale? Absolument. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais très simple, très facile. Je vais prononcer un mot qui pour moi est l'existence absolue de notre pleine conscience, de notre être aligné avec notre esprit, notre âme et notre corps. C'est l'amour inconditionnel. Au moment où l'enfant fait tomber un verre, c'est pas se préoccuper parce que le verre est cassé que ma tante qui n'est plus de cet univers m'avait offert. Non, c'est de prendre mon enfant, de lui dire, est-ce que tu t'es coupé? Tu t'es fait quelque chose? Non? Eh ben, c'est pas grave. Je suis content que tu n'aies rien fait. Et que l'enfant, quand il retourne dans sa chambre, il va jouer, ou quand il est à l'école, oui, peut-être que pour le parent, ça l'a touché, ce verre qui représentait pour lui énormément, alors que c'est que du matériel. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais de gérer ça, en fait, avec lui-même, et pas devant l'enfant. C'est-à-dire, ne pas créer des projections et un reflet sur l'enfant. D'où, en fait, la création de ces peurs qui, après, engendrent une dépendance affective, une peur de l'abandon, une peur de rejet, selon comment ça a été verbalisé et créé, en fait, dans la situation là, de l'exemple de ce verre. Donc, je reprécise, c'est d'abord la préoccupation envers l'enfant, et quand on voit qu'il ne s'est pas coupé, qu'il n'a rien fait, c'est de le tranquilliser, en fait, de lui dire, mais c'est pas grave, je sais que tu ne l'as pas fait exprès, et je suis heureux que tu n'as rien. Maman, papa, on t'aime et puis je suis content que tu n'aies rien. Et le reste après, ça appartient aux parents. C'est c'est un grand idéal de pouvoir justement se centrer sur les autres, de s'éloigner du matériel. Est-ce que il y aurait moyen que, est-ce qu'il y aurait moyen que les parents éduquent les enfants aussi à être justement plus orientés vers l'autre? Ou est-ce qu'ils devraient justement, à tes yeux, éduquer l'enfant à penser plus au bien-être d'autrui plutôt que des dégâts matériels? J'imagine par exemple si l'enfant perd son doudou. Alors, commençons déjà. Je le dis avec beaucoup d'amour inconditionnel et beaucoup de bienveillance. Commençons déjà, ce serait la première chose à faire, à éradier, effacer ce mot éduquer. Personne ne peut éduquer qui que ce soit. On peut accompagner. Accompagner, en fait, à ce que l'enfant puisse réellement grandir dans sa compréhension, dans sa créativité, pour l'être qu'il est tout simplement. C'est permettre aussi à l'enfant de grandir dans ce sens-là, non seulement de pouvoir s'exprimer de qui il est, mais aussi de pouvoir apprendre et comprendre son enfant. N'oublions pas que quand on a un enfant, l'univers nous envoie un enfant. J'ai moi-même une fille qui aujourd'hui a 21 ans. Je sais de quoi je parle dans ce que je veux transmettre. L'univers nous envoie un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est notre miroir. Et quand on se fâche avec un enfant ou quand on est contrarié avec l'enfant, finalement, ça nous rapporte à notre
enfance, à notre enfant intérieur. Et c'est là l'équilibre à pouvoir entamer dans sa pleine conscience, en toute cohérence, justement, de qui on est aussi, et de pouvoir lire dans cet enfant et pouvoir juste le comprendre. Je vais donner un petit exemple. Quand je fais des coachings avec des familles, souvent, et puis là je peux parler aussi de mon expérience à moi quand j'étais enfant, allez, j'invente un chiffre 9 fois sur 10, quand un enfant pleure à la maison, la majorité des parents, ils crient aussi sur l'enfant. Ils pointent le doigt. Ils leur disent, mais arrête de pleurer, ça sert à rien, tu vas pas voir ça énerve, arrête de crier, tu déranges tout le monde. Enfin bref. Mais il y a 9 fois sur 10, il y a presque pas de parents qui soit se mettent à genoux, niveau visuel de l'enfant, soit qui prennent l'enfant dans leurs bras, niveau visuel, et qui posent la question essentielle à l'enfant, dire, quelle est la raison que tu pleures? Qu'est-ce que tu ressens dans ce moment que tu pleures? C'est ce détachement de soi en tant que parent, c'est là où on accompagne réellement l'enfant. C'est quand on arrive à se détacher de ses perceptions, de ses interprétations, de ses a priori, les opinions et tout le tralala, tout le schmilblick en fait que, en tant que parent, on a reçu aussi, parce que voilà, c'est une roue qui tourne à l'inverse en fait. C'est tout le monde a été éduqué à son tour, mais c'est en créant cette dissociation de son soi et de se dire, attends, là il y a mon enfant qui pleure, il y a quelque chose qui l'a ému, qui l'a touché. Je veux m'intéresser à lui. Je ne veux pas, en fait, m'intéresser à moi parce que je suis connecté à mon ego au lieu d'être connecté à mon cœur. Et du coup, voilà, je suis le patriarche, là, et je vais éduquer, et puis je suis l'autorité. Non. C'est cet accompagnement-là, en fait, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur, à s'intéresser pour l'enfant et non pas à refléter tout ce que nous, on pense qui est juste, mais qu'il ne l'est pas pour l'enfant. J'ai entendu que tu avais utilisé un terme intéressant, c'était patriarche. Oui. Je pense que certaines personnes qui regardent pourraient se poser la question, est-ce que du coup, vu qu'on a deux hommes qui parlent ici d'éducation, ou en tout cas d'accompagnement plutôt qu'éduquer, est-ce que du coup, ces conseils-là que tu présentes s'appliquent également aux mères et également aux enfants féminins ou aux femmes de manière générale? À tout le monde, sachant bien que les enfants nous n'appartiennent pas en fait, ils sont pas à nous. On dit souvent en fait, les parents, tu devrais couper le cordon avec ton enfant, mais c'est faux. C'est l'enfant qui doit couper le cordon en fait, parce que l'enfant est venu. Ça c'est encore une autre vision pour ceux qui veulent y croire et qui ressentent ce que je vais dire, mais l'enfant a choisi ses parents pour pouvoir lui aussi repurifier ses blessures, ses mécanismes de sa vie antérieure. Et c'est l'enfant à un moment donné à couper ces fameuses chaînes familiales. On parle de cordon ombilical, mais en fait c'est les chaînes familiaux qui font que tous ces mécanismes, ces souffrances que l'enfant a portées avec lui et qu'il reçoit puissent être vraiment dissociés de sa véritable vérité, celle que je disais avant. Donc, sa croyance, ses principes qui forgent en fait et qui créent en fait sa propre valeur et ses propres besoins. Donc, pour répondre concrètement à ta question, il y a dans cette société, mais je suis vraiment heureux et plein de joie et de gratitude que les choses changent sur ce niveau-là. Il fut un temps où la femme, elle avait encore cette image où elle devait être derrière la cuisinière, éduquer l'enfant, nettoyer, puis le patriarche allait travailler, ramener de l'argent à la maison, et puis se mettait avec les pieds devant la télé, lisait son journal, et puis c'était comme ça. Et je suis heureux que les choses changent, je suis heureux que les femmes aujourd'hui arrivent à s'affirmer, à prendre conscience en fait qu'elles ne sont pas là pour servir un homme, elles ne sont pas là pour servir un cliché ou une définition de la société, et que l'accompagnement dans une famille, oui, pour répondre oui à ta question, c'est mutuel. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de évoluer dans son sacré masculin et dans son sacré féminin pour ne pas créer un décalage. Ce qui a été mon cas, j'avais mon sacré féminin qui était là, mon sacré masculin qui était bien plus bas. J'ai réussi à équilibrer les deux, non pas en descendant le sacré féminin, mais en augmentant le sacré masculin. Mais pourquoi? Parce que justement, il
il y a eu de ce côté-là toujours cette puissance de mon père, et d'un côté, ça créait ce fossé justement dans mon éducation. Un fossé qui au final crée un fossé aussi dans les réalités, on pourrait dire, dans la compréhension du monde. Mais totalement, mais totalement. Là, on part directement dans le discours du couple, encore une définition à laquelle je m'y associe pas, mais dans deux âmes qui ont défini de vouloir et qui ont décidé de vouloir s'accompagner sur une longueur de chemin mutuelle. Allez, je vais le verbaliser comme c'est pour la société. Ce couple, en fait, quand on commence à se connaître et à vivre ensemble sous le même toit, ben, à ce moment-là, c'est là que commencent aussi, pas tous bien évidemment, mais très souvent, qui commencent justement les situations un petit peu conflictuelles. Quand je dis conflictuel, ça ne doit pas être dans l'agressivité, dans la violence, mais dans le verbal. Très souvent dans les couples, c'est dans le verbal. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a sa vision, l'autre il a sa vision, et du coup on se comprend pas, et on essaye tout simplement pas d'être déjà inconditionnel avec soi-même. Forcément, on peut pas être inconditionnel avec son partenaire. Et ben, quand il y a un enfant, ben souvent on prend ça en fait comme un support, c'est-à-dire on essaie de s'accaparer de l'enfant en fait pour montrer à l'autre, tu vois, j'ai raison. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça crée un amalgame de confusion. L'enfant ne capte rien du tout. L'enfant c'est une éponge. Les enfants ressentent les choses à 25 kilomètres avant nous. Et même si nous on veut pas montrer qu'on souffre, qu'on est triste, qu'on risque de pleurer, l'enfant il a déjà compris ça. Et voilà, pour affiner un petit peu plus dans ce que tu dis, avant d'avoir des enfants. Je dis toujours, hein, je le dis en souriant, mais la pensée, elle est là. J'assume totalement. Si deux personnes veulent avoir un enfant, bah, ça serait bien de passer dans un apprentissage de 2 ans. Puis une fois qu'ils ont fini l'apprentissage, à ce moment-là, on peut faire un enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant, déjà, il subit une violence extrême dans ce monde d'école. Aujourd'hui, on nous apprend les maths, on nous apprend à écrire correctement le français, on nous apprend tellement de choses en fait qui ils font partie de notre vie, mais qui sont pas existentielles. Mais on n'apprend pas à nos enfants en fait. C'est quoi l'amour inconditionnel ? C'est quoi l'empathie ? C'est quoi la sagesse ? C'est quoi la tolérance ? C'est quoi le respect ? C'est quoi l'acceptation ? C'est quoi la tristesse ? C'est quoi la sensibilité ? Et ce rôle-là, je pense, je dis une bêtise, mais dans mon ressenti, je pense que ces prochaines 100 années, ce serait très très difficile que ce monde d'école puisse changer. Donc ce travail-là, il peut être changé en fait par les parents. Moi, j'ai reçu mon éducation d'une certaine manière. Tu l'as compris, qui a créé ce qu'elle a créé, mais moi j'ai changé de comme ça à comme ça. Et quand on a eu notre enfant, j'ai pas attribué les mêmes facteurs, les mêmes schémas en fait à ma fille, tout simplement parce que ce que moi j'ai subi, j'avais pas du tout envie que ma fille devait subir. Et déjà à partir de toute petite, on parlait ouvertement de ces points essentiels en fait, de ce qui est, de tout ce que je disais avant, l'amour inconditionnel qui englobe tous ces points que j'évoquais avant. Et ça, c'est véritablement un rôle des parents qui aujourd'hui, malheureusement, ne trouvent pas le temps de le faire pour x, y raison. Et en parlant d'amour inconditionnel, ça devient très difficile de protéger un enfant des dangers qu'il peut avoir, tout en gardant justement ne serait-ce que le sentiment que l'enfant se sente aimé de manière inconditionnelle, malgré justement les limites de survie. Et comme tu as dit avant, tu as passé de l'un à l'autre. Comment est-ce que tu conseillerais les personnes qui regardent à, justement, si elles veulent changer quelque chose dans leur vie, de ne pas passer d'un extrême à l'autre? Et comment toi tu as fait pour ne pas te retrouver dans l'autre extrême? Si tu as l'impression que tu n'es pas dans l'autre extrême. Bien sûr. À moins que tu penses que tu es à l'autre extrême et que c'est encore autre chose. Bien sûr. Je vais y arriver. Tout d'abord, je souhaite transmettre un point dans mes yeux très important. Il y a malheureusement trop de parents qui ont trop souffert dans leur enfance et qui n'arrivent pas en fait à réaliser et qui reproduisent les mêmes schémas. Très souvent, c'est pas volontaire du tout. C'est de l'inconscient, mais c'est leur seule manière en fait de pouvoir
se libérer de cette souffrance qu'ils ont portée à l'intérieur d'eux, parce qu'aujourd'hui, leur situation s'est modifiée d'un côté à l'autre, c'est-à-dire ils sont plus dans la position de devoir subir l'autorité, mais du coup ils sont l'autorité, et c'est un moyen pour eux en fait de relâcher et de se déculpabiliser de tout ce qu'ils ont souffert en le projetant sur l'enfant. Une sorte de vengeance. C'est fort, ce mot il est très fort. C'est pour ça qu'avant j'ai dit c'est pas voulu du tout, c'est vraiment dans le subconscient. C'est fort, ce mot il est fort. Probablement, peut-être qu'il y a une partie vraiment au plus profond de soi, mais justement, je précise vraiment sur ce point-là, c'est pas voulu en fait. Aucun parent, quoi qu'il puisse faire, aucun parent se lève le matin et dit aujourd'hui j'ai maltraité mon enfant. Non, ça n'existe pas. Bon, après il y a des cas encore à part, mais là on parle d'autres aspects. Mais fondamentalement, moi je parle de ces parents qui ont souffert eux dans leur enfance. Il y a aucun de ces parents qui se lève le matin et qui fait ça avec pleine conscience en fait. Oui, il y a des parents qui après frappent leurs enfants, mais ce que je veux décortiquer dans ça, c'est on se lève pas le matin et dit tiens aujourd'hui j'ai frappé mon enfant. Non, c'est vraiment un processus tellement refoulé, ancré en soi de quelque chose que ce parent a subi, qui va faire subir à son enfant en fait. Et maintenant pour répondre concrètement à ta question, je reviens toujours et parce que la clé de la libération mentale et l'accès à l'amour universel pour tout le monde, elle est là la clé. Ça je l'affirme. Je l'affirme avec toute bienveillance et beaucoup d'amour. C'est l'amour inconditionnel. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, en fait, qui fera baigner l'univers entier, toutes ces âmes sur cet univers, vraiment dans un amour le plus comblé, le plus complet, finalement. L'amour inconditionnel, dans ta question que tu viens de me transmettre, c'est toujours et encore de se dissocier de son soi. Toi, tu me dis, par exemple, ah, mais tu vois, moi, telle et telle chose, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai deux solutions. Moi, je vais pouvoir te dire, ouais, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je pense que c'est comme ça. Mais on a résolu quoi? Oui, ok. Beaucoup de gens disent, ouais, mais c'est un échange de dialogue, de situation. D'accord, parfait. Mais moi, si je suis réellement intéressé à toi, je m'en fous de savoir si j'ai raison avec ma pensée à moi. Moi, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce qui t'amène à toi à penser à ça. Du coup, je vais te poser la question, ok, qu'est-ce qui fait que en fait, tu penses comme ça, tu ressens comme si. Et c'est exactement là l'accroche la plus importante avec l'enfant. Dès lors qu'on voit qu'un enfant souffre, ou qu'un enfant boude, ou qu'un enfant pleure, ou qu'il y a des cris, c'est tout de suite se détacher de son soi, faire cette dissociation des deux choses et se dire, attention, ton enfant, il a une autre vision des choses, c'est pas ta réalité, intéresse-toi à ton enfant. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer et porter cette attention à cet enfant et lui apporter cet amour qu'il a besoin, ce soutien et cet accompagnement, agrandir sans jugement, sans critique, sans peur, mais agrandir juste pour l'âme qu'il est. C'est très beau, c'est assez poignant de se dire qu'il y a autant d'enfants qui ont besoin justement de compréhension, on pourrait dire, c'est ça? Oui, oui. Et puis, je me demandais justement à ce moment-là, on se rend compte à quel point la vie est difficile au final quand on se rend compte de tout ce qui rentre en compte et atteindre l'amour inconditionnel, comme tu le dis, ça demande quand même beaucoup d'ouverture à l'autre. Et Oui. j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes qui sont en souffrance mentale ou psychique, qu'elles-mêmes n'ont pas suffisamment reçu elles-mêmes, comment on fait pour des personnes justement qui n'ont pas pu prendre 2 ans par exemple pour se mettre en couple avant d'avoir un enfant et qui doivent donc à la fois se gérer, ou même des personnes qui tout simplement ont eu besoin de plus de temps que d'autres pour à la fois s'accepter elles-mêmes, trouver peut-être cet amour extérieur, mais aussi trouver un moyen de s'aimer par elles-mêmes tout en s'ouvrant aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça? Alors, il y a belle réflexion là que tu m'apportes, merci beaucoup. C'est un point essentiel dans son acheminement personnel en fait de l'éveil et dans la libération mentale. Alors, je fais abstraction parce qu'on n'est pas du tout dans cette thématique aujourd'hui. Je fais abstraction et je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Certes, j'ai fait des études de psychothérapie, mais juste pour agrandir mon sac à dos de coach. Mais je ne suis pas dans certaines thématiques
où vraiment il y a des souffrances psychiques, des grosses maltraitances, enfin voilà, qui doivent être traitées différemment par d'autres canaux. Mais ce que je veux dire par là, dans cette thématique, si on reste sur cet acheminement de ce qu'on vient de discuter depuis le début, tout en espérant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient vraiment dans les soins holistiques, dans vraiment l'accompagnement, l'approche mentale, les énergies, en fait, tout ce qui fait du bien finalement et qui aide vraiment les gens à pouvoir se reconnecter à elles-mêmes. C'est un petit peu un désarroi avec cette réponse que je vais te donner là. Et là, je réponds concrètement en tant que coach en développement personnel. On ne pourra jamais, je ne pourrai jamais dire à qui que ce soit, mais si tu fais ça, ça va être comme si, je pense que c'est ça la solution, tu devrais essayer, tu devrais faire ça. Personne ne peut dire à qui que ce soit qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, ce désarroi à te transmettre ma réponse, c'est que finalement, on peut juste vraiment espérer que chaque personne, chaque parent ait vraiment la pleine conscience de pouvoir acheminer à l'intérieur de lui, comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans son conflit intérieur, parce que quand il se fâche avec un enfant, il y a un conflit d'intérieur à l'intérieur de lui, hein. C'est pas à cause de l'enfant, c'est à cause de lui, le conflit d'intérieur. C'est pour ça qu'on dit toujours, on ne peut pas être heureux ou malheureux pour quelqu'un ou pour quelque chose, jamais de la vie. Et quand on a compris que quand on est heureux avec soi-même, finalement on a tout. Comme si on décide d'être malheureux avec soi-même, ben ça nous regarde, mais c'est jamais la faute ou la responsabilité de quelqu'un ou de l'extérieur. Et en revenant à ma réponse, l'espoir, en fait, c'est de vraiment espérer que chaque parent puisse capter, en fait, les signes de ce qui se passe dans son éducation avec son enfant et pouvoir se refléter dans ce miroir, dans ce reflet de son enfant et pouvoir comprendre, pour soi d'abord, c'est pour ça que je disais avant que personne ne peut faire comprendre, peut dire à qui que ce soit qu'est-ce qu'il doit ou doit pas, mais pouvoir avoir cette volonté, cette force, cette pleine conscience, ce respect et surtout cet amour propre de se remettre en question. Et se remettre en question veut justement dire je suis attentif à ce que la personne en face de moi me dit, parce qu'en fait on est tous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous un reflet de l'autre, et en conséquence on est tous un miroir de l'autre. Et souvent on voit l'autre par rapport à son image de soi. Et c'est là tout le travail en fait d'amour, de sagesse qui crée après cet amour inconditionnel. Quand on arrive réellement à vouloir se remettre en question, on arrive à intégrer cet amour inconditionnel avec soi-même. C'est intéressant, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, mais le reflet de ça en fait, un petit peu. Oui, je vais ajouter un petit peu sur le mot reflet. Narcisse, hein, presque tout le monde connaît l'histoire de Narcisse. Tu vas comprendre pourquoi je vais commencer avec ça. Narcisse se regardait en fait dans le reflet de l'eau et se trouvait très très beau, appréciait cette image dans le reflet de l'eau. Pourquoi je parle de ça? Souvent on dit aux enfants, quand ils grandissent, sois pas narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois pas narcissique. Bon, la différence pour celles et ceux qui nous écoutent n'a rien à voir avec le pervers narcissisme, ça c'est encore complètement autre chose. Mais le côté narcissique, il est fondamental. On en a besoin. Parce que ça fait du bien de pouvoir se valoriser soi-même, ça fait du bien de pouvoir se féliciter, ça fait du bien de savoir qu'on est beau, qu'on se trouve bien comme on est, et de pouvoir se le dire à soi-même. C'est essentiel pour forger et pour agrandir cette confiance en soi. Parce que finalement, se détacher de cette souffrance, de ces ancrages de l'éducation, de l'école, de la société, c'est en fait de juste s'accepter qui on est, en toute lâcher prise, résiliation de ce que peuvent penser, dire les autres. Finalement, c'est pas important. Moi, je dis toujours, tant qu'on ne dit pas de gros mots à quelqu'un et tant qu'on ne frappe personne, on n'a rien à se reprocher. On est juste soi-même. À ma fille, j'ai toujours transmis une phrase. Je continue toujours à lui transmettre quand on a nos discussions très philosophiques. C'est très profond avec elle quand on discute. Dans la vie, si tu veux une gifle, tu donnes une gifle. Et si tu veux une caresse, tu donnes une caresse. Tout ça pour faire comprendre en fait que
cela aussi est un reflet de ce qu'on peut ressentir envers soi-même. On va le refléter automatiquement à l'extérieur. Donc ce côté de s'aimer, de s'apprécier, de se respecter comme on est, ça peut éliminer ce contraste que tu viens d'évoquer avant. Donc l'idée c'est de pouvoir se regarder et être heureux de ce qu'on est, et peut-être faire fi, si je devais faire une métaphore, faire fi des gens qui lancent des pierres dans la mare. Exactement, oui, tout à fait. Est-ce que tu... Dis-moi. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, vas-y, je t'écoute. Je me disais, du coup, est-ce que peut-être un jour, lorsqu'il y aurait justement cet amour inconditionnel qui serait partout, Mhm, les écoles et les contacts avec la société et autres mhm, seraient plus forcément vus comme problématiques ou comme des entraves, mais deviendraient des renforcements? Si tout mhm. le monde avait de la positivité ou L'empathie. de l'amour Mhm, envers eux-mêmes, ils auraient mhm. aussi de l'amour envers les autres à ce moment-là? Tu sais, l'ego, pourquoi l'ego existe? Parce que l'être humain a besoin de s'affirmer. L'être humain a besoin de montrer, l'être humain a besoin d'exister, d'appartenir et de s'affirmer à quoi que ce soit. Je prends toujours cet exemple-là, je l'associe toujours, c'est très personnel, au foot. J'ai suivi pendant des années le foot, j'ai moi-même été footballeur professionnel. Euh, Pourquoi le foot? Autant que je fréquentais le foot quand j'allais dans les grands stades en Europe, euh, 60, 70, 80 000 personnes dans un stade, à chaque fois, il y avait une personne qui criait n'importe quoi dans le stade. S'il y en avait 80 000, tu peux être sûr que 79 999 criaient la même chose. L'être humain, il a besoin, en fait, dans son ego, de s'affirmer, de faire valoir. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il n'a pas compris qui il est, parce qu'il n'a pas compris en fait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et il n'a juste pas compris en fait qu'il est bon et il est bien et il est parfait. C'est encore un autre sujet, peut-être que tu vas me questionner sur ça après, où je me heurte souvent à des gens qui me disent mais Joël, arrête tes conneries, personne n'est parfait. Si, si, on est tous parfaits. On en reparlera peut-être après. Mais concrètement, ce que je veux dire par là, c'est quand on a réellement pris conscience avec son soi, qu'on a pu se connecter à son enfant intérieur, on sait que finalement, on n'a plus besoin ni de s'affirmer, ni de montrer, ni d'appartenir, ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, justement, il n'y a plus d'intérêt de vouloir s'imposer. Je te donne un exemple. Je suis divorcé aujourd'hui. Mon ex-femme, quand je l'ai connue, il y a bien maintenant 20 ans de ça, elle mettait sur ses fruits tout le temps du sel. Puis elle mangeait les fruits avec son sel. Et puis un beau jour, on était à table, elle remange les fruits avec le sel, et puis elle me dit, mais il faut quand même que je te pose une question. Tu es quand même la seule personne qui m'a jamais posé la question pourquoi je mets du sel sur les fruits. J'étais étonné de cette question. Je dis, mais quelle est la raison que je devrais te poser la question pourquoi tu mets du sel sur les fruits? Vu que moi, dans ma tête, c'est pas la première fois que je te vois manger du sel avec des fruits. Donc je me dis, ça te plaît. Donc si ça te plaît, je suis heureux pour toi. Telle est l'accroche, en fait, dans l'amour inconditionnel. C'est arrêter de se poser 36 000 questions, de supposer, de faire des projections, d'être dans les critiques, dans les jugements, juste être dans le respect, dans l'acceptation, dans la tolérance la plus profonde, la plus pure envers l'intégrité d'une personne. Personne ne demande de devoir avoir raison ou tort. C'est pour ça que je disais au début, il n'y a pas de science infuse pour personne. Même les gros savants, les grands philosophies du monde qui ont prétendu encore aujourd'hui que A et B est B. Non, chacun a le droit de penser, de croire à ce qu'il veut. On ne peut pas et on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Et c'est quand on a compris ça, quand on réussit à créer cette dissociation, ce fossé, cette distance entre elle, lui et moi, c'est à ce moment-là que l'amour inconditionnel commence à œuvrer. On pourrait parler est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'un mouvement qui était il y a quelques décennies en arrière qui s'appelait Interdire d'interdire? Interdit d'interdire. Donc pourquoi faut-il interdire déjà?
Ça commence déjà par là, en fait. Pourquoi ce mot interdire? Ce mot, comme est une définition pour moi aussi, il a déjà créé aussi une fausse croyance dans la tête d'un enfant qui part déjà dans l'éducation. Ben, on donne en fait une punition à un enfant. On a tous été domestiqués comme des chiens. Je reprends une phrase, cette phrase-là, elle provient du très beau, profond livre d'amour, de sagesse de Don Miguel Ruiz, qui sont les 4 accords Toltec. On a tous été domestiqués comme des chiens. Je veux dire, un enfant, on va lui dire, si tu fais ça, si tu parles comme ci, si tu fais comme ça, tu n'auras pas ça. Donc, du coup, dans la tête de l'enfant, ça veut dire, OK, donc je dois faire comme ci, comme ça pour obtenir ça. Donc, l'interdiction, en fait, devient une modification de son être, tout simplement. Et quand les enfants doivent se mettre d'accord entre eux, comment est-ce qu'on applique cet élément-là? C'est beau ce que tu viens de Alors, dire. ouais, je pense bien sûr la basse enfance, 4 ans, 5 ans, quand ils découvrent l'autre, en fait. Oui, oui. Très très beau ce que tu viens de dire parce que l'autre jour, j'étais en train de flâner un petit peu sur mes réseaux sociaux et je vois une très très belle vidéo qui m'a touché, à laquelle j'ai versé quelques larmes parce que ça m'a profondément touché. Je vois sur un trottoir en Amérique, il y a un papa avec son enfant qui est un enfant de couleur et puis il y a un enfant blanc qui s'approche, il le voit, il rigole, il le prend dans ses bras. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants. C'est ce que je disais avant. En fait, les enfants nous ont été envoyés parce qu'ils sont le reflet en fait de notre enfant intérieur. On a vraiment vraiment beaucoup à apprendre des enfants, mais on veut pas les écouter parce qu'ils ont tort. Parce qu'on est plus âgé, parce qu'on est les patriarches, parce qu'on est l'autorité, et parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On peut tellement apprendre des enfants, et ça aussi, c'est de l'amour inconditionnel. Ce qui revient à ce que tu disais plus tôt, qui posait beaucoup polémique, à savoir que à tes yeux, tout le monde est parfait et qu'on doit Oui, justement. oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment le décrirais-tu? Est-ce que si je disais être parfait signifie ne plus avoir besoin de faire d'efforts, ne plus avoir Mm. besoin de faire attention à l'autre, ne Mm. plus avoir besoin de chercher à découvrir de nouvelles choses, est-ce que ce serait Mm. exact ou est-ce que ce serait une bonne description de la perfection? Alors, attention, ne plus faire attention à l'autre, c'est pas bien, dans le sens. Là aussi, j'ai toujours mes petits exemples. C'est mon petit livre de cuisine d'exemples que je porte avec moi dans les accompagnements. L'égoïsme, il y a l'égoïsme social et l'égoïsme personnel. L'égoïsme personnel, il est fondamental. Il s'associe au narcissisme personnel. L'égoïsme personnel, c'est s'occuper de soi, penser à soi. C'est être bien avec soi pour être bien avec les autres. C'est s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais l'égoïsme social, et c'est celui-là qui est très néfaste, si je sors de chez moi et je vois une vieille personne glisser, tomber et que je ne l'aide pas à se relever, là on parle en fait de ce conflit que tu viens d'évoquer avant, en fait, qu'il faut éviter dans cette société parce qu'on est tous là pour véhiculer de l'amour et de la bienveillance. Et donc oui, clairement, non, je contredis ce que tu viens de dire, il faut aider, il faut être là pour les autres, ça c'est clair. Ça va de soi. Quand on a un cœur, ça va de soi. Et on a tous un cœur. On en est tous capables. On est tous parfaits. Pour quelle raison? Moi, quand j'arrivais à la maison, et que ça me fait rigoler encore aujourd'hui, et je venais avec un 5, j'entendais, ouais, mais quand même, tu aurais pu travailler plus, comme ça, tu aurais pu faire un 6. Alors, d'un côté, on m'a toujours dit, quand j'étais enfant, mais oublie, il n'y a personne qui est parfait. Mais quand je viens avec un sac à la maison, on me dit que j'aurais pu travailler plus. Donc, du coup, on veut de moi que je sois parfait. C'est tellement contradictoire. Ça correspond pas. L'enfant n'arrive pas à intégrer ça. En fait, le cerveau, le subconscient n'arrive pas à intégrer une négation. Oui, oui, je veux pas du tout ça. Oui, oui, je veux pas du tout ça. C'est grandiose. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'éducation quand on transmet à l'enfant que personne n'est parfait. Comment est-ce qu'on peut avoir le courage et le droit de dire à quelqu'un personne n'est parfait? Parce que la société a créé encore une fois des croyances, des mécanismes, des fonctionnements, des codes, parce qu'ils ont stipulé en fait une limite ou je sais pas moi des barrières où ils ont dit voilà pour être intégré dans la société il faut faire ci ça ça. Vous voyez ça dans les pubs aujourd'hui des sous-vêtements pour les femmes, mais comme je compatis en toute
compassion profonde et indulgence avec les femmes, celles qui en souffrent de ces publicités parce qu'elles voient, et en fait, ces nanas, comment elles sont faites, mais qui, de quel droit on a dit en fait que les nanas doivent avoir des tailles 30 sur 30 sur 30, j'invente, je dis des chiffres qui n'existent pas, mais pour dire de quelle raison on fait du mal, on fait du tort à une autre femme qui se sent bien dans son corps et qui n'a pas des tailles qui ont été en fait définies par la société. C'est ça qui veut dire être parfait. Être parfait, ça veut dire fonctionner comme la société. Alors que moi, dans ma créativité en tant qu'enfant, dans ma compréhension à moi, je voyais les choses différemment et pour moi, cette chose-là, elle est bien, cette chose, elle est moins bien, mais j'ai envie de m'exprimer comme je suis. Je suis dans des workshops, souvent je pose cette question, et tiens, on va faire l'exercice ensemble si tu veux bien. Si je te dis pomme, tu penses à quoi? Sucre. Moi, je te dis arbre. Et maintenant, je te pose la question. Qui a raison des deux? Personne. Ta vision, elle est juste. Ma vision, elle est juste. On parle toujours de la même chose, de la pomme, en soit. Et c'est ça l'essence, en fait. L'essence, c'est l'existence, le cœur et la vérité de la personne. Acceptons une fois pour toutes la vérité de chaque personne sans créer des fonctionnements, sans créer des définitions, pour que chaque être humain puisse vraiment se dévoiler comme il l'est, c'est-à-dire être parfait. On est venus tous en émotion et en amour sur cet univers. Comment peut-on dire qu'on n'est pas parfait? Il n'y a pas de limite, en fait. Ce mot devrait être modifié. Je ne sais pas comment, mais il devrait être modifié. Voilà. C'est un peu, si je comprends bien, comme si le terme parfait impliquait que tout le monde devait devenir de mieux en mieux en permanence. Et l'idée, ce serait si on utilise, si tu C'est ce dis, qui se si passe tu dans la définis que tout le société. monde est parfait, à ce moment-là, personne n'est obligé de constamment chercher à changer. C'est pas pour dire que personne ne peut changer ou évoluer, c'est que personne n'est Voilà. obligé. C'est ça que tu entends quand tu dis que tout le monde est parfait. Exactement, exactement. Aujourd'hui, je peux aimer le fromage. D'ici 2 semaines, j'aime plus le fromage. Rien n'est éternel dans la vie. Tout évolue dans la vie. Euh, Oui, je peux m'inscrire pour un cours aujourd'hui qui dure 8 mois. Après 3 mois, je me rends compte que finalement, non, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais. Du coup, je me désiste du cours. Dans l'enfance, encore une fois, on va te dire, ouais, il faut aller jusqu'au bout avec ce que tu fais. Non, non, parce que dans mon instant présent, au moment où j'ai dit que je voulais participer à cette formation, ça correspondait à ma vision du moment. Mais justement, 3, 4 mois après, peut-être que ma vision, elle a complètement changé. Donc, pourquoi devoir tout le temps s'améliorer? Dans quel but? Encore une fois, le seul et unique, c'est de fonctionner pour cette société et qui nous a créés dans un certain sens, parce que ça part encore une fois de l'éducation, de l'école et autres, vu qu'on reçoit des tapettes sur les mains, si on calcule pas la règle de 3 d'une certaine manière, pour faire fonctionner en fait cette machine de cette société. De moins en moins ou de plus en plus, on a de la peine d'accepter des personnes juste comme elles sont. Il y a l'ancien rédacteur en chef du Matin à Genève, je parle de ça, il y a beaucoup d'années de ça, il était over-tatoué de la tête aux pieds. Les gens le voyaient, ceux qui ne le connaissaient pas, le voyaient dans la rue, et puis ils prenaient peur. Tatoué égale criminel, prison, drogue, et j'en passe. Ça veut rien dire. Mais peu de personnes, en fait, se sont intéressées réellement à lui en sachant, il est rédacteur en chef. Du coup, je pense qu'il gagne peut-être 3 fois plus que toi, que moi ensemble. Et c'est là, en fait, la souffrance d'un enfant grandissant après dans son adolescence et dans son âge adulte, à devoir, en fait, supporter ces pressions sociales. Et c'est là que commence son travail essentiel, se dissocier de ça, en acceptant juste que qui je suis, c'est parfait. On peut Donc, pas plaire, on peut pas plaire à tout le monde, heureusement. Heureusement. Euh, personne ne nous y force non plus. Et on pourrait dire exactement. que tout le monde est parfait, ça serait synonyme de chacun se suffit à lui-même, C'est dans un exactement sens. ça. C'est exactement ça. C'est Tout, dans ce sens-là que tu entends que tout le monde est parfait. oui, tout en sachant que si je sors de moi, que la personne d'un certain âge a glissé, je vais l'aider à se relever, on est d'accord. Mais Mhm. pendant des années, j'avais l'impression de devoir plaire, en fait, Mhm. pour pouvoir attirer.
une fausse croyance. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, on m'a toujours dit, mais il faut te comporter comme ci, il faut ça, parce que tu sais, parce que sinon les gens vont penser, les gens vont dire, les gens vont faire, etc. Et finalement, pendant des années, cette souffrance que j'ai portée en moi très très longtemps, ça m'a créé ces conflits d'intérieur où je comprenais pas pourquoi tout d'un coup j'avais telle maladie, une autre maladie, encore une maladie, tel accident, etc. Non, et du coup on me fourguait des médocs pour cacher en fait la réalité, mais on n'allait pas au fond en fait de la source du pourquoi, jusqu'au jour où justement j'ai passé par beaucoup d'introspection, de remise en question, mais une des plus grandes où j'ai compris finalement, mais allô, tu es qui tu es, c'est bon qui tu es, t'es bien qui tu es. Et les gens qui vont te ressentir, qui vont vouloir être intéressés à toi, ils vont venir à toi. Ceux qui viennent pas, bienveillance et amour à eux, c'est pas grave. Ils ont le droit de ne pas être intéressés à moi. Mais ce que je veux transmettre avec ça, c'est que je ne me soucie plus en fait de plaire ou de fonctionner comme cette société nous le transmet et comme elle veut nous le faire croire que ça devrait être. Et ça renvoie de manière assez pertinente à la prochaine question que j'aurais pour toi. Donc tu as dit bien-être, tout de mieux pour les personnes qui ne souhaitent pas me connaître mieux, qui ne souhaitent pas forcément aller à mon encontre. Je pense que tu as eu beaucoup de réponses plus virulentes dans les réseaux sociaux où justement tu as quand même une communauté plutôt bien établie dans les réseaux. Est-ce qu'il y a eu des fois où ça t'a pesé, où ça a provoqué des difficultés au niveau mental, où ça a vraiment mis une pression supplémentaire sur toi, cette présence sur les réseaux sociaux et les conséquences que ça entraîne? Alors quand j'ai commencé à vraiment m'établir sur les réseaux sociaux, vraiment approfondir dans ma vocation, c'est quand j'ai fait cette toute dernière grande introspection sur moi. Oui, j'ai intégré en fait les 4 accords Toltec tout simplement parce que c'est une sagesse, une clé et c'est le seul médicament en fait qui peut guérir tout le monde. C'est ces 4 accords Toltec, quand je les ai compris, quand je les ai intégrés à l'intérieur de moi, qui sont, le premier, ma parole est impeccable. Deuxième, je ne prends rien au personnel. Troisième, je ne fais pas de suppositions. Et la quatrième, c'est je fais toujours de mon mieux. Quand on intègre ça pour soi, plus rien nous touche finalement. Je introduis ma réponse à ta question de cette manière pour te dire, en toute transparence et authenticité, qu'avant ça, je prenais quasiment tout en personnel. C'était pas évident. Et oui, ça pesait, clairement, c'est certain. Mais c'est là où j'ai pu relâcher, où j'ai pu comprendre, où je me suis libéré mentalement grâce à cet acheminement. Et puis, ma dernière question, ce serait une petite relance vis-à-vis justement des accords Toltec dont tu as parlé. Si dans un premier temps, tu peux déjà les décrire, expliquer de quoi il s'agit, et dans un second temps, je reviens au début de notre échange, au début de l'interview, où on parlait justement de dogme, de rigidité, d'imposition. Oui. Est-ce que tu appliques ces 4 accords Toltec comme un dogme? J'adore. Comme ça, on boucle la boucle. Ouais, j'adore. Très subtil, très beau. J'apprécie cette question. Est-ce un dogme? Alors, ça sera certainement une réflexion que je porterai avec moi après notre interview. Ça fait réfléchir, ça résonne en moi aussi. Est-ce un dogme réellement? Alors, je ne pense pas que c'est un dogme pour moi, à moins que j'ai une autre définition de ce mot. Mais tout simplement, c'est devenu pour moi essentiel à mon bien-être. C'est comme se laver les dents, en fait. J'ai intégré ça dans ma vie de tous les jours et j'en ai remarqué les bienfaits. Quand je me lave les dents, je vois mes dents sont blanches. J'en ai remarqué les bienfaits, en fait. Et crois-le-moi, c'est pas un travail facile à faire. Ça a mis du temps pour être intégré ces 4 accords Toltec, clairement. Mais oui, je les applique tous les jours, absolument, je les applique tous les jours. Il se peut que des fois il y ait des petites rechutes, mais je suis tellement ancré, je conscientise tellement en fait l'écoute envers mon corps que j'arrive tout de suite en fait à me détacher de moi, m'observer depuis l'extérieur pour tout de suite en fait me remettre en question, me questionner. Typiquement, si toi tu me dirais maintenant un gros mot, aujourd'hui je ne réagis plus à ça. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est
quelle est la raison qui m'a dit ce gros mot? Et du coup, je vais te poser la question, en fait. Parce que si tu as prononcé ce gros mot, très certainement, oui, je suis ton reflet, ton miroir, comme on disait avant, mais très certainement que moi aussi, j'ai pu refléter quelque chose dans le sens inverse qui t'a fait réagir d'une certaine manière. Et la beauté, la bonté et la sagesse, en fait, de l'amour inconditionnel, je vais clôturer la boucle aussi avec l'amour inconditionnel, ben, elle est de se déconnecter de son ego, de se connecter à son cœur et de pas se braquer parce que tu m'as dit un gros mot, mais tout de suite me dire, attends, s'il me l'a dit, il y a une raison. Quelle est la raison? Eh bien, merci beaucoup. C'est une très belle manière de boucler la boucle. Je te remercie à toi. C'était un grand plaisir. Est-ce qu'il y aurait un mot de conclusion ou un message d'au revoir que tu aimerais adresser aux personnes qui ont regardé l'interview? Avec grand plaisir, alors avec tout mon cœur, je souhaite transmettre à toutes les âmes qui nous ont écoutés, soyez indulgents, remplis de compassion envers chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin, parce que chaque personne a une histoire et vous ne connaissez pas cette histoire. Vous pensez la connaître parce que vous interprétez avec votre vécu. Mais votre vérité n'est pas celle de la personne. Commencez dans cet acte de jouissance, d'amour profond et d'acceptation envers l'autre, et vous commencerez à transmettre, à véhiculer de l'amour inconditionnel. Très bien, merci beaucoup, Joël Dugout. Merci infiniment.